Bonjour à tous, je suis Dominique Lejeune et je vais vous faire une conférence sur la gouvernante anglaise de la France entre 1920 et 1940. Je présume que ces dames de l'Université ouverte vous ont fourni le PowerPoint de cette conférence que vous avez intérêt à suivre. Pédagogiquement, c'est très bien, que vous avez intérêt à suivre en même temps que la conférence. Vous pouvez couper la vidéo de la conférence, entendre le son et regarder le PowerPoint. Si d'aventure vous ne l'avez pas reçu, ce que je ne peux pas supposer bien entendu, vous pouvez me le demander, je vous l'envoie par Internet. Mon adresse mail, c'est DOMILEJEUN, il n'y a pas le E final, domilejeun, @aol.com. De la même façon, je vous enverrai, si vous le désirez, il suffit de m'envoyer un petit mail, je vous enverrai le texte long en PDF de cette conférence, car je n'aurai vraisemblablement pas le temps d'absolument tout vous dire. Mais rassurez-vous, je vous dirai l'essentiel. Nous allons donc parler de la dépendance française vis-à-vis de la gouvernante anglaise, et le maître mot, il vient d'une expression employée, paraît-il, par le grand historien Jean-Baptiste Durosel, dont vous avez le portrait sur la première page du PowerPoint. Jean-Baptiste Durosel, disparu en 1994, je ne l'ai pas connu directement, mais je l'ai lu, bien sûr, et son livre s'intitule « La décadence ». Il est sorti en 1979. Le voici, je le montre à l'écran. Voici ce livre, La décadence de Jean-Baptiste Durosel, et il a été réédité en version de poche. Alors, de quoi s'agit-il? L'expression désigne l'indépendance réelle ou supposée. Il y aura évidemment de la démonstration aujourd'hui, comme toujours en histoire, l'indépendance de la France, victorieuse certes de la Grande Guerre, mais affaiblie vis-à-vis du Royaume-Uni entre les deux guerres. Cette expression nous a donc été léguée par Durosel, qui l'utilisait, paraît-il, en petit comité, et elle a été reprise par certains de ses disciples. J'y reviendrai abondamment. Conférences internationales, rencontres, crises, nouvelles tensions internationales des années 30 démontrent pour cette décennie, à l'évidence, la mise en tutelle, il faudra démontrer davantage, la mise en tutelle du brillant second que serait la France, à la remorque de la Grande-Bretagne, ce qui est largement dénoncé en France à l'époque. La France est affaiblie, je le répète volontairement, elle est faible face à l'Allemagne, surtout l'Allemagne hitlérienne, ce qui conduit sa main à s'accrocher aux jupes de la gouvernante anglaise. Naturellement, et nous y sommes formés ou habitués en ces temps de Brexit, naturellement, il faudrait plutôt dire britannique. L'Angleterre, c'est une petite partie des îles britanniques qui groupent dans l'entre-deux-guerres l'Irlande indépendante, l'Irlande du Nord, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre formant la Grande-Bretagne, et avec l'Irlande du Nord, ça fait le Royaume-Uni. Alors, il n'y a pas d'adjectif sur Royaume-Uni, donc on utilise britannique. Mais pour la génération des historiens type Durosel, qui n'ignorait pas évidemment la différence entre anglaise et britannique, utiliser anglaise pour britannique, ça ne posait pas de problème. Bon, maintenant, nous sommes devenus
de l'histoire récente, évidemment, nous sommes devenus plus sourcilleux. Ayons une pensée, évidemment, pour les Écossais, sans faire de politique, ni surtout d'histoire-fiction. Alors, j'ai parlé surtout des années 30. Il restera à voir, ce sera ma première partie, évidemment, s'il y a effacement français dès les années 20 et donc remorque auprès de la Grande-Bretagne dès les années 1920. Pour les années 30, d'ailleurs, il faudra préciser les termes. Vous connaissez sans doute le mot d'appeasement, apaisement pour la politique britannique. Il s'agira de savoir si, en France, il s'agit d'un véritable appeasement à la française. Alors, première partie, vous suivez sur le PowerPoint, peut-on parler dès les années 1920 de gouvernante anglaise. Dès les années 1920, par un jeu de bascule qui est très britannique, le gouvernement de Londres, hier allié de la France contre l'Allemagne, se rapproche du vaincu. Or, la France est affaiblie par la Grande Guerre, la politique d'exécution du traité de Versailles, celle de Poincaré, échoue, et la France a besoin de l'appui diplomatique, mais aussi financier, de ce Royaume-Uni. Et ceci dès les années 1920. On le voit lors des conférences internationales, notamment celles qui essayent de régler la reconstruction de l'Europe ou les réparations allemandes. Et elle est à la remorque, en plus, de tous les projets britanniques concernant l'Europe centrale notamment. Le symbole de cette remorque des années 1920, c'est la fameuse partie de golf qui a lieu dans un bas-côté de la conférence de Cannes en 1922. Conférence de Cannes qui est censée régler la reconstruction de l'Europe après la Première Guerre mondiale, et des photographes habiles et des journalistes malveillants opposent un Lloyd George, Premier ministre britannique, qui donnerait une leçon de golf à Briand, que vous voyez à droite sur la photo. C'est une apparence, évidemment, car Briand est loin d'être un gamin et même un naïf. On voit même cette dépendance dans le domaine du sport collectif. Et oui, je dis bien le sport. La Grande-Bretagne est encore plus hostile que la France à la participation des anciens vaincus aux rencontres internationales. Et on peut sans risque d'exagération, pardonnez-moi, parler d'initiatives du Royaume-Uni secondées par la France et la Belgique en matière d'exclusion de l'Allemagne des rencontres sportives internationales. Pierre Arnault, grand historien du sport, a même remarqué que la presse sportive française supportait très très mal cette forme très particulière de leadership britannique. La vie au grand air du 20 mai 1920, note-t-il, écrit que l'Angleterre a mis la France en demeure de la suivre comme une péniche suit un remorqueur. Remorqueur, vous avez le mot. Et plus tard, dans les années 1930, on parlera partout, en dehors du sport, de remorque et de dépendance. Revenons toujours pour les années 1920 sur un certain nombre de points et d'exemples essentiels, plus sérieux si j'ose dire, mais je suis aussi un historien du sport, plus sérieux que le domaine du sport, et ces points ne seront pas exhaustifs. Je ne vous fais pas un cours de relations internationales. Premier point essentiel, ce que l'on appelle les traités de garantie. Les traités de garantie, ce sont des traités par lesquels la Grande-Bretagne et les États-Unis auraient dû garantir la France contre
un sursaut contre une revanche de l'Allemagne, contre une éventuelle nouvelle invasion allemande, jamais 203 en quelque sorte, c'est la logique des traités de garantie. Or, ils sont annexés au traité de Versailles, de façon à avoir en quelque sorte force diplomatique de première grandeur, mais ils ne seront jamais ratifiés ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis, surtout aux États-Unis qui, eux, ne ratifient même pas le traité de Versailles. Et si un traité n'est pas ratifié, c'est-à-dire approuvé par l'Assemblée qui doit le faire, eh bien, il n'entre pas en vigueur. Le gouvernement britannique, parlons de lui évidemment, puisque notre conférence est sur la gouvernante anglaise, le gouvernement britannique, s'il ne fait pas ratifier les traités de garantie, c'est parce qu'il tient avant tout au maintien de l'équilibre en Europe pour éviter la renaissance d'un conflit dans lequel serait entraînée la Grande-Bretagne. Et un nouveau conflit serait forcément sanglant, pense-t-elle, à juste titre. Il y a quand même eu un demi-million de morts de l'Empire britannique sur le sol français et le sol belge pendant la Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne estime que le danger allemand est éliminé par la victoire de 1918. Au contraire, la première puissance sur le continent, c'est désormais la France. D'autant que celle-ci pratique, à l'occasion de la paix de 1919 et dans les premières années 1920, un véritable impérialisme du pauvre, tellement il est affaibli du pauvre, mais un impérialisme selon l'expression de l'historien Georges-Henri Soutou. Par un jeu de bascule très britannique, le gouvernement de Londres, hier allié de la France contre l'Allemagne, se rapproche du vaincu. Et c'est là que la conférence de Cannes intervient vraiment au-delà du symbole de tout à l'heure. La conférence de Cannes a lieu du 6 au 13 janvier 1922. La France et la Grande-Bretagne élaborent un plan concernant les réparations que l'Allemagne doit payer. Le montant de ces réparations, le pourcentage répartissant les sommes entre les différents pays alliés, tout cela a été fixé l'année précédente, définitivement, pense-t-on, et on se trompe bien sûr. La France accepterait qu'on accordât le moratoire de ce paiement des réparations à l'Allemagne et en échange, la Grande-Bretagne donnerait à la France un gage de sécurité, et ce gage de sécurité, j'en ai parlé il y a quelques minutes, ce serait la signature, enfin, d'un traité de garantie. Alors non plus un traité dans lequel il y aurait les États-Unis, puisque ceux-ci ont définitivement refusé de ratifier le traité de Versailles, mais un traité où il n'y aurait qu'un seul bénéficiaire, toujours la France, et un seul pays dans l'obligation de lui porter secours, la Grande-Bretagne. Et sur cette base de la promesse d'une intervention anglaise, je dis anglaise pour ne pas faire de répétition évidemment, en cas d'attaque allemande, la conférence de Cannes aboutit à un accord bilatéral. Mais en France, devant l'opposition au moratoire, c'est-à-dire au recul de la date des paiements allemands, devant cette opposition au moratoire des ministres et du président de la République qui est à l'époque Millerand, brillant responsable de cet accord, démissionne le 12 janvier 1922, c'est-à-dire immédiatement à la fin de la conférence de Cannes,
Et il est remplacé par qui? Il est remplacé par l'homme de la politique d'exécution du traité de Versailles, c'est-à-dire Poincaré. Vous avez sur le PowerPoint non seulement une nouvelle photo de la partie de golf pour vous montrer que cette partie a été abondamment et malignement photographiée, Briand est donc en train de s'exécuter, semble-t-il, et Lloyd George est à gauche qui compte les coups en quelque sorte ou compte les maladresses de Briand. Et vous avez un portrait de Briand à droite, l'un des plus célèbres, un portrait fait en 1916. On peut ajouter que sont très importants les plans Dawes de 1924 et Young de 1929, plans par lesquels, grâce à des financiers américains, grâce à eux, eh bien, l'Allemagne obtient un étalement de ses réparations et une baisse du montant de celle-ci. Kahn, Dawes et Young ont fondé la tradition de recherche de la tutelle britannique, mais pas seulement finalement, de la tutelle anglo-saxonne, comme on commence à dire, comme si ces mauvais ex-alliés étaient une sorte de tribu dangereuse, tribu nord-américaine dangereuse. Beaucoup d'historiens américains protestent encore à l'heure actuelle contre l'emploi et même le suremploi de cette expression d'anglo-saxon par les historiens français. Alors nous abordons, après le plan Young qui est légèrement antérieur à la crise de 29, nous abordons les années 30 évidemment. La France est-elle dans les jupes de la gouvernante anglaise? Cette décennie, vous le savez bien, elle est beaucoup plus une avant-guerre que la Belle Époque, et sur elle pèse la crise économique des années 30. Clemenceau, déjà dans les années 1920, avait craint l'isolement diplomatique de la France, qui ne pourrait que l'affaiblir dangereusement. La France est face, dans les années 30, à de nouvelles tensions internationales. Elle a besoin de l'aide britannique, de l'appui de la gouvernante anglaise, expression donc du grand historien Jean-Baptiste Durosel. Vous pouvez passer à la page suivante du PowerPoint. La France pratique-t-elle un appeasement à contre-cœur dans les années 30 à cause du poids de l'aide britannique? Donc, je rappelle que Durosel employait l'expression en petit comité, que l'expression a été reprise par certains de ses disciples, et par écrit, Durosel se limite aux expressions de renforcement de la politique de solidarité avec l'Angleterre, de pratique de l'appeasement à contre-cœur, vous avez l'expression sur le PowerPoint, et de ligne anglaise. Mais surtout, il cite dans ses ouvrages, et en particulier dans celui que je vous ai montré au début de cette conférence, il cite l'expression employée par Édouard Daladier, que vous voyez à droite, Édouard Daladier dans son discours de Sarrebruck le 9 octobre 1938. L'expression de gouvernante anglaise au pluriel. C'est cité 3 fois dans le livre de Durosel. Pour ceux qui en douteraient, je signale que c'est aux pages 368, 382 et 493. Vous voyez, je ne recule devant aucune difficulté de détail. La Grande-Bretagne, il faut quand même expliquer sa politique,
ne considère pas les questions européennes comme essentielles à sa sécurité. Il s'y produit un raz-de-marée conservateur et l'arrivée durable au pouvoir de Tories qui sont à la fois pacifistes et gallophobes, qui sont prêts à sécréter l'appeasement, le verbe sécréter est de Durosel lui-même, et qui devait susciter plus tard la colère de nombreux historiens et publicistes britanniques. La politique d'appeasement, elle accepte l'hypothèse d'une révision partielle des traités de 1919. Dans la mesure où elle ne serait pas imposée par la force, et elle juge opportun, c'est son raisonnement, d'accorder à Hitler quelques satisfactions en Europe centrale, si elles concernent des minorités allemandes séparées du Reich. Il faut absolument noter que l'opinion publique est très favorable à l'appeasement. Le grand homme de cet appeasement, c'est Neville Chamberlain. Insistons bien sur le prénom Neville, car il y a 3 Chamberlain dans l'histoire contemporaine de la Grande-Bretagne. Il n'est pas seul. Autour de lui, il y a plusieurs appeasement Tories de premier plan, Stanley Baldwin, Sir Samuel Hoare et Lord Halifax en particulier. Tous considèrent que le pays doit agir comme médiateur pour désamorcer les conflits. Il doit s'incliner devant les faits accomplis et obliger les autres pays à faire des concessions. Symétriquement, il s'agit de raisonner la Grande-Bretagne. Les appeasers considèrent que la faiblesse initiale des nazis fait qu'il est possible de les raisonner, de leur opposer des arguments en quelque sorte, et ceci, je dis bien, dans les années 30. Néanmoins, quelques critiques s'élèvent. Les travaillistes, en particulier, regrettent qu'on ne soutienne pas suffisamment la Société des Nations. Et le principal travailliste à avoir cette position, c'est Clément Attlee, un ancien brillant officier de la Grande Guerre, sous-secrétaire d'État à la guerre dans le premier gouvernement travailliste de l'histoire britannique en 1924, puis ministre du cabinet MacDonald d'Union nationale de 1929-1931, et il devient le leader du Parti travailliste en 1935, et il combat la politique d'appeasement de Neville Chamberlain. Des travaillistes minoritaires, comme Ernest Bevin, pensent même que la Grande-Bretagne devrait agir par la force pour éviter une agression. Donc vous voyez que même si l'opinion publique est largement en faveur de l'apaisement en Grande-Bretagne, le monde politique britannique est divisé, ce qui explique en bonne partie le retournement de situation de la fin des années 1930. Alors, la principale opposition à la politique d'appeasement, c'est bien entendu celle de Winston Churchill, que tout le monde connaît, bien sûr, et tout le monde sait qu'il a été le dirigeant britannique de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi le personnage d'Anthony Eden, plus jeune, et qui va continuer à jouer un rôle politique important dans les années 50 et au tout début des années 60. Anthony Eden, qui est un francophile, qui parle
parfaitement le français avec une très grande élégance. Et Anthony Eden, il a rencontré Hitler en 1934. Hitler lui a fait très mauvaise impression. Il n'y a pas un Britannique qui va penser davantage qu'Eden qu'Hitler, et tous sauf un gentleman. Par contre, Winston Churchill, qui n'a pas de sympathie pour Hitler, attention, Winston Churchill a lui des sympathies pour Mussolini et pour Franco, ce qui est important pour une politique britannique qui pense très souvent en termes de Méditerranée. En tout cas, ces hommes sont minoritaires au sein du Parti conservateur, du Parti Tory, et les conservateurs voient dans l'apaisement, au pire, un expédient provisoire en attendant que la Grande-Bretagne est réarmée. Mais Churchill et Eden vont être de plus en plus critiques, et Churchill, qui est l'homme des boutades, dira même pendant la Seconde Guerre mondiale que son pays est responsable de la guerre. Cependant, malgré leur antipathie pour le régime nazi, les Britanniques, j'insiste, sont profondément attachés à la paix. Bon, la Grande-Bretagne est une démocratie. Et Neville Chamberlain, qui devient Premier ministre en 1937, en mai 1937 exactement, Neville Chamberlain, partisan déclaré de l'apaisement, peut penser qu'il fait la politique de son opinion publique, la politique de la démocratie, la politique de ses électeurs. Et pour lui, l'appeasement est une véritable doctrine. Alors, comment est-ce que cet appeasement, et revenons au thème principal de cette conférence, comment est-ce que le remorquage de la France vis-à-vis de la Grande-Bretagne, ou l'inverse, ça dépend comment on comprend le mot de remorquage, comment est-ce que tout cela peut être illustré? Eh bien, la première grande illustration, je ne vous surprendrai pas, et vous passez à la page suivante du PowerPoint, la première illustration, c'est la première crise tchécoslovaque, celle de l'automne 1938, et la fameuse conférence de Munich que tout le monde connaît. Le président du Conseil, c'est Édouard Daladier, deuxième personnage à droite sur la photo, en partant de la gauche, pardon, à la droite de Chamberlain sur la photo. Édouard Daladier est président du Conseil et il a fait savoir ceci à plusieurs reprises, qu'en cas d'agression contre la Tchécoslovaquie, alliée de la France depuis 1919, la France honorerait son alliance. Mais il y a en France un véritable appeaseur à la française, c'est le personnage qui est derrière Daladier sur la photo, c'est Georges Bonnet, Bonnet comme un bonnet, qui considère que les insuffisances d'armement de la France rendent absolument contradictoire la volonté de secourir les pays alliés de la France, surtout en Europe centrale. En plus, il pense qu'il y a une deuxième contradiction, la contradiction entre la politique de réarmement et une politique financière orthodoxe qu'il appelle de ses voeux au lendemain de quoi? Au lendemain du Front populaire. En profondeur, le danger allemand n'a pas provoqué en France d'élan national semblable à celui qui avait précédé la Grande Guerre. D'autres préoccupations absorbent en effet notre pays. L'année 36, c'est l'année du Front populaire,
c'est l'année des grands espoirs, et puis en face, c'est l'année de l'inquiétude sociale. Le sentiment du péril extérieur, il est éclipsé au fond par la hantise du communisme et le fascisme italien. On voit Mussolini et son gendre Ciano sur la photo. Le fascisme italien, il a toujours eu la sympathie active des ligues françaises. Désormais, l'idée d'une solidarité française avec Mussolini, voire avec Hitler, ça ne semble pas horrible. Il s'agirait, employons quand même le conditionnel, il s'agirait de constituer une sorte de front face au communisme incarné par l'URSS stalinienne. Les gouvernements français, redoutant l'isolement, ne veulent pas se dissocier de la politique britannique qu'ils suivent, parfois à contre-cœur, dans l'apaisement. Et par conséquent, malgré le raisonnement initial de Daladier, en 1938, la France n'a plus de politique extérieure indépendante. La Grande-Bretagne, elle est donc gouvernée par le conservateur Neville Chamberlain, partisan résolu de la politique d'appeasement. L'illusion de Neville Chamberlain en 1938, et la Tchécoslovaquie va en faire les frais, réside dans la croyance qu'on pourrait un jour satisfaire, c'est un mot qu'il emploie à plusieurs reprises, satisfaire Hitler, et que celui-ci, ayant annexé des territoires, ne chercherait pas à s'étendre ailleurs. Et les premiers territoires réclamés par Hitler ne sont-ils pas des territoires peuplés d'Allemands? C'est le fameux territoire des Sudètes, au nord, à l'ouest et au sud-ouest de la Tchécoslovaquie. Et c'est ça qui va provoquer la conférence de Munich. Mais nous ne sommes pas encore tout à fait, j'ai parlé d'automne 1938, en fait la crise se noue en avril 1938. Chamberlain fait savoir dès avril 1938 à Daladier, qui est en visite à Londres, donc c'est Daladier qui se déplace, il lui fait savoir que la Grande-Bretagne ne ferait pas la guerre pour la Tchécoslovaquie. Et on voit dans ce voyage très clairement que si Daladier excelle dans les déclarations de principe et dans les jugements d'ensemble, il se laisse manœuvrer par des partenaires britanniques qui sont fort habiles à cacher leur volonté d'atermoiement ou leur passivité sous des dehors pratiques. Qu'est-ce qu'on lui dit à Daladier à Londres en avril 1938? Bon, comptons nos divisions. Ah ben nous avons très peu de chars d'assaut, vous non plus d'ailleurs paraît-il, très peu d'avions. Hitler a déjà réarmé depuis plusieurs années, la Luftwaffe existe, etc. Et donc on voit ce qui est essentiel en matière de relations internationales, le heurt entre les déclarations de principe, les jugements d'ensemble, les belles résolutions, les belles alliances et les raisonnements pratiques que les Britanniques sont fort habiles à opposer à la France. Je parle de 1938, évidemment. Toute allusion à un passé plus proche serait de la fiction. Enfin, on peut raisonner. Et d'ailleurs, le leader des Sudètes de Tchécoslovaquie, Konrad Henlein, a fait un voyage à Londres et
il a présenté habilement ces desiderata comme étant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ces desiderata trouvent un écho favorable dans la presse britannique. En plus, Chamberlain pratique la politique d'appeasement aussi vis-à-vis de l'Italie. Le 16 avril 1938 est conclu un accord qui est appelé accord de Pâques à cause de la date. C'est, disent les Britanniques, un gentleman's agreement. C'est l'idée que Mussolini serait plus distingué, plus gentleman qu'Hitler. Et le contenu de cet accord est tout simple. C'est la reconnaissance par la Grande-Bretagne de la conquête de l'Éthiopie. On appelle ça, dans notre vocabulaire à nous, du XXIe siècle, la prime à l'agression. En conséquence de ces atermoiements, qu'Hitler connaît très très bien, il est renseigné notamment par l'homme qui est derrière lui sur la photo, Ribbentrop, qui connaît très très bien la Grande-Bretagne. Hitler lance la surenchère. Le 12 septembre 1938, à Nuremberg, la ville sainte des nazis, il prononce un très violent discours dans lequel il reproche à la police tchèque de maltraiter les Sudètes, ce qui est parfaitement faux. Il laisse entendre qu'il faut aller plus loin qu'une simple autonomie interne pour la région des Sudètes, qui doit être annexée à l'Allemagne. Inquiet, le Premier ministre britannique a fait quand même quelque chose. Neville Chamberlain demande une entrevue à Hitler et il décide d'aller lui-même le voir. Il prend l'avion pour la première fois de sa vie. Les services britanniques insistent sur cet aspect pseudo-courageux. Il prend l'avion et il rencontre Hitler, non pas à Berlin, mais chez lui, à Berchtesgaden, le 15 septembre 1938. Réaction rapide, par conséquent. Le discours de Nuremberg il est du 12 et Chamberlain va voir Hitler le 15. Apparemment, grand courage, grande vivacité britannique. Mais que se passe-t-il? Hitler lui fait part de sa volonté d'annexer les Sudètes. Et en quelque sorte, Chamberlain ne répond rien. Il repasse par Paris au retour et il rencontre Daladier. Et Daladier se résigne à subir les revendications nazies à condition que le gouvernement tchécoslovaque accepte le démembrement. J'ai bien dit, hein? Et le président tchécoslovaque, Beneš, ne donne son accord qu'à la suite d'un véritable ultimatum franco-anglais ou anglo-français, si vous préférez. Chamberlain regagne Londres, où le gouvernement anglais accepte que tous les territoires peuplés d'au moins 50% d'Allemands soient rattachés à l'Allemagne. Le gouvernement français, lui, se montre très divisé. Tout simplement parce que Daladier se demande s'il n'a pas été, comment dirais-je, s'il n'a pas trop accordé à Chamberlain, s'il ne s'est pas montré trop naïf. Le ministre des Finances, Paul Reynaud, ainsi que Georges Mandel veulent résister aux exigences hitlériennes. C'est en quelque sorte la théorie des dominos qu'il développe, ou la théorie du salami, comme on dira pour l'Europe orientale après la Deuxième Guerre mondiale. Après les Sudètes, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et ils ont raison, puisqu'il va y avoir
ce qui a réellement eu lieu. Mais Georges Bonnet se rallie au plan qui a été adopté à Londres, si on peut appeler plan cet accord de Londres. Et Daladier finit par épouser l'opinion de ce dernier, et le 20 septembre, le gouvernement tchèque est avisé de la position franco-britannique. Beneš s'incline et Chamberlain va rendre compte à Hitler de la solution proposée. Donc il fait un nouveau voyage. Il prend goût à l'avion, au sens propre du terme d'ailleurs. À la grande surprise de Chamberlain, Hitler formule des exigences nouvelles sous la forme d'un mémorandum. Les Tchèques doivent évacuer les Sudètes sans emmener leurs biens. Tout doit être terminé pour le 1er octobre. On est à la fin septembre. Tout doit être terminé pour le 1er octobre. Et il exige que les 600 000 Allemands qui étaient originaires des Sudètes à les contrôler participent à un éventuel plébiscite. Il exige aussi que la Tchécoslovaquie abandonne un territoire à la Pologne. C'est le territoire de Teschen, un territoire minier très important. Qu'elle abandonne la Slovaquie méridionale à la Hongrie. Prime aux comparses, en quelque sorte. Et Chamberlain refuse d'accepter ces exigences. C'est la première fois qu'il y a un refus de la part de Chamberlain. Et pendant une semaine, on peut croire que la guerre va éclater. La Tchécoslovaquie décrète la mobilisation générale, elle a une armée qui est conséquente, et la France, l'Angleterre et l'Allemagne prennent des mesures de précaution, comme on dit pudiquement. Pour la France, c'est la mobilisation partielle. Les hommes qui viennent de faire leur service militaire sont rappelés, et en France, on va parler de fausse guerre pour cette mobilisation partielle de 1938. La tension devient donc grande, et le plus dramatique, c'est que la concession essentielle, elle a été faite, et que la guerre risque d'éclater pour des divergences relativement secondaires qui se sont ajoutées à la concession principale. Relativement secondaire, ça n'a pas la même signification dans tous les pays. Dans une allocution radiodiffusée le 27 septembre, radiodiffusée, il s'agit d'informer le peuple britannique de la politique de Chamberlain. Chamberlain lâche cyniquement, je vous donne la citation principale, « Il est incroyable que nous en soyons à creuser des tranchées et à essayer des masques à gaz. Ces tranchées, surtout ces masques à gaz, sont très souvent évoqués dans le cinéma et dans les séries britanniques, même récentes, en raison d'une querelle qui s'est produite, tenez-vous bien, enfin c'est moi qui le dis, tenez-vous bien, dans un pays lointain entre des gens dont nous ne savons rien. Mépris xénophobe, évidemment. Et c'est Londres qui lance l'idée d'une conférence de la dernière chance qui est acceptée immédiatement et avec joie par un Mussolini qui redoute un conflit pour lequel l'armée italienne n'est pas prête. Et Mussolini soutient la proposition britannique. Hitler accepte et il sait que les tentatives de conciliation tournent toujours à l'avantage de son pays. Il y a une deuxième raison qui est moins connue à l'époque, mais que les historiens connaissent depuis longtemps. C'est que beaucoup de chefs nazis pensent que l'armée allemande n'est pas prête et ils inclinent au compromis. Et c'est ça qui va jouer le rôle décisif dans la mentalité d'Hitler, qui, convaincu, réunit
une conférence, non pas à Berlin, mais à Munich, un faible déplacement, Nuremberg, Berchtesgaden, Munich. Conférence de Munich les 29 et 30 septembre 1938. C'est une conférence des chefs de gouvernement des 4 puissances occidentales. Vous avez de gauche à droite sur la photo Chamberlain, Daladier, Hitler et Mussolini. Curieusement, l'Italien est flanqué d'un deuxième homme, c'est Ciano, le ministre des Affaires étrangères, alors que les ministres des Affaires étrangères anglais et français sont à l'arrière-plan, de même d'ailleurs que l'allemand. L'URSS et pire, la Tchécoslovaquie sont exclus de la conférence. C'est donc une conférence sur le dos de la Tchécoslovaquie qui va en être victime. Quelques heures de discussion, la conférence de Munich ne dure pas longtemps, quelques heures de discussion aboutissent au triomphe complet du Führer. La France et la Grande-Bretagne donnent toutefois leur garantie aux nouvelles frontières de l'État tchécoslovaque. Un État tchécoslovaque qui est donc très amputé du territoire des Sudètes où se trouvent les principales fortifications tchécoslovaques, amputé de la Slovaquie méridionale et du territoire de Tchétchène. Mais Hitler et Mussolini ne font que de vagues promesses en matière de garantie des frontières et ils posent tout de suite la question des minorités polonaises, hongroises et même slovaques, alors qu'on est encore en Munich. Par conséquent, il est très clair que la conférence de Munich sera suivie forcément d'un, deux ou trois problèmes supplémentaires. La seule concession que fait Hitler, c'est d'un cynisme révoltant. Hitler, qui est sûr du succès, il accepte d'échelonner l'occupation des Sudètes jusqu'au 10 octobre. Alors, rendez-vous compte, on est le 30 septembre 1938. Et il autorise les résidents tchèques à liquider les résidents tchèques des Sudètes à liquider leurs biens. Évidemment, dans ces conditions, départ en 10 jours et avec la pression des Sudètes germanophobes, ils ne vont les liquider qu'à très bas prix. Le 30 septembre, avant de partir, et sans consulter Daladier, Chamberlain signe un pacte de non-agression avec Hitler. C'est en quelque sorte une récompense qui est octroyée à l'homme qui a imposé ses desiderata, sa solution lors de la conférence de Munich. Poignée de main avec Hitler, il y en aura d'autres par la suite. La France imitera, grâce à Bonnet, cette signature d'un pacte de non-agression. Gouvernante anglaise, alors là c'est très clair, la France imite la Grande-Bretagne. Vous le savez peut-être, Chamberlain revient très satisfait et il déclare à son retour à Londres, c'est la paix pour notre époque. Alors, je vous ai mis sur le PowerPoint une photo qui est une photo très calme, très aseptisée, mais en fait, les actualités cinématographiques britanniques filment Chamberlain lors de sa descente ridicule de son avion. Son avion, c'est un Joker allemand, la carlingue est en tôle ondulée, c'est très facile à reconnaître. Il y a du vent, il est tout décoiffé,
il retient maladroitement avec le coude la porte de l'avion et son papier dans lequel il y a les notes des résolutions finales de la conférence de Munich, son papier est secoué par le vent, ce qui est bien entendu un symbole très fort et ridicule tout à la fois. C'est la paix pour notre époque, bien entendu. Bien entendu, l'ironie a posteriori est très très lourde. La paix est sauvée, mais à quel prix? C'est un nouveau recul des démocraties. La paix a été en réalité lâchée, vendue, donnée à Hitler et Mussolini, et la France a abandonné son allié. Son prestige en Europe centrale et en Europe orientale s'effondre littéralement à l'automne 1938. Léon Blum écrit ironiquement dans le Populaire du 1er octobre « La guerre est écartée. Point. Le fléau s'éloigne. Point. On peut reprendre son travail et retrouver son sommeil. Point. On peut jouir de la beauté d'un soleil d'automne. » C'est une des formules toute simple, mais finalement extrêmement profonde qu'on peut noter pour Léon Blum. Hitler est à présent définitivement convaincu de la lâcheté française et anglaise, et il est convaincu que la France est à la remorque de la Grande-Bretagne. On peut, nous, en douter légèrement pour ce moment de l'automne 1938, mais Hitler, et c'est ça qui est important finalement, Hitler est convaincu que la France est à la remorque de la Grande-Bretagne. Alors vous savez sans doute qu'à sa grande stupéfaction, Daladier est accueilli avec enthousiasme par les Parisiens à son retour de Munich. Les actualités cinématographiques en font foi, mais des sondages montrent en fait la grande diversité de l'opinion publique française. Les uns approuvent une entente qui, en évitant un conflit, a sauvegardé la possibilité d'un rapprochement avec les dictatures. Les autres dénoncent en Munich une capitulation honteuse et le reniement de la parole donnée. Et en France, beaucoup plus qu'en Grande-Bretagne, munichois et anti-munichois, ce sont deux mots qui sont très souvent utilisés, s'affrontent en de vives controverses. D'autant plus que les anti-munichois sont beaucoup plus nombreux dans l'opinion publique que parmi le personnel politique. Et de toute façon, la coupure entre l'approbation et la résignation, elle est extrêmement floue. Problème de coupure entre deux attitudes qu'on retrouve très souvent en matière d'opinion publique, surtout vis-à-vis des relations internationales. Les conséquences de Munich sont très très graves, évidemment. Le dépècement de la Tchécoslovaquie, c'est la conséquence la plus immédiate. La Slovaquie se donne même un gouvernement autonome, de même que l'extrême pointe orientale de l'État tchécoslovaque, la Ruthénie subcarpatique. Du côté soviétique, on s'irrite, et on, c'est Staline, évidemment, exclu de la conférence de Munich. Staline s'irrite de la passivité des démocraties face à ce qui est appelé officiellement le fascisme à l'Est. Est-ce que ça ne dissimule pas le désir de détourner vers l'Est les ambitions allemandes, ou même de créer un nouveau barrage anti-soviétique, comme après la Première Guerre mondiale? Au fond, les soviétiques, en 1938, ne font pas de différence entre les démocraties impérialistes, enfin les démocraties dites impérialistes, et les dictatures dites fascistes,
toutes deux, d'après les soviétiques, expression du capitalisme international. Le réalisme de Staline avait orienté l'URSS vers une coopération avec la Société des Nations, qui répondait à ses intérêts immédiats devant le danger hitlérien. Mais dès la fin de 1937, les discours de Litvinov, le ministre des Affaires étrangères, laissent entendre que l'URSS ne met plus tous ses espoirs dans la sécurité collective, comme l'on dit dans l'entre-deux-guerres. Surtout, l'agression a été récompensée. Cela devait évidemment encourager Hitler et Mussolini. Mussolini qui se trouve au lendemain de Munich au sommet de sa gloire. Hitler continue de lui offrir son amitié. Les démocraties qui voient en lui le sauveur de la paix, puisque c'est lui qui a eu l'initiative de la conférence de Munich, le ménage, et fort de ce prestige tout à fait circonstanciel, Mussolini se met à la recherche de compensation et il définit avec Tcherno de nouveaux objectifs de politique extérieure. Mussolini fait émettre le 30 novembre 1938, donc quelques semaines après Munich, à la Chambre des faisceaux et corporations, qui est en fait une espèce de tambour de résonance du pouvoir fasciste italien, il fait émettre bruyamment des revendications à l'égard de la France. Lesquelles? Djibouti, la Tunisie, la Corse, voire la Savoie et Nice. Et au début de l'année suivante, le 4 février 1939, Mussolini, devant le Grand Conseil fasciste, autre caisse de résonance en Italie, il ajoute, visant cette fois-ci la Grande-Bretagne, excusez du peu, Malte et Chypre. Ces revendications sont toutes justifiées d'une façon ou d'une autre. Principe des nationalités, droits historiques, élimination d'une pseudo-menace. Par exemple, Bizerte, une base navale en Tunisie, Bizerte aux mains des Français, c'est un pistolet pointé sur la Sicile, tout y passe. Deuxième illustration de la politique hitlérienne, et pour notre conférence de la gouvernante anglaise, la deuxième crise tchécoslovaque, c'est-à-dire le démembrement de la Tchécoslovaquie en 1939. L'espoir des Français et des Britanniques était, au lendemain de Munich, souvenez-vous d'un des raisonnements de Chamberlain tout à l'heure, qu'Hitler serait satisfait des résultats de la conférence et qu'il accepterait benoîtement de garantir les nouvelles frontières de la Tchécoslovaquie. Bernick, ce n'est pas du tout l'intention d'Hitler. Il veut la démembrer, la démembrer. Il soutient ainsi l'autonomisme slovaque sous la direction de Monseigneur Joseph Tiso. Et le 10 mars 1939, le président de la République tchèque, Acha, Beneš a démissionné au lendemain de Munich, Acha dissout le gouvernement slovaque qui est non seulement un gouvernement très autonomiste, mais en plus, c'est un gouvernement très autoritaire et très antisémite. Il dissout le gouvernement de Tissot et Tissot fait appel à l'Allemagne. Hitler convoque Acha à Berlin, le 14 mars, et là, violemment pris à partie par Hitler, soumis à une pression morale inouïe, Acha, qui est tout seul, est sommé d'appeler les troupes allemandes à Prague
faute de quoi la ville serait bombardée. Achat se résigne et le 15 mars, les troupes allemandes entrent en Bohême. La Slovaquie se proclame indépendante le même jour. Hitler, avec la partie occidentale de l'ex-Tchécoslovaquie, crée le protectorat de Bohême-Moravie. À l'est, l'Ukraine subcarpatique ou la Ruthénie subcarpatique, on peut employer les deux expressions, se proclame indépendante, mais elle est occupée par la Hongrie avec l'autorisation allemande. Hitler profite des circonstances pour annexer aussi Memel, Klaipėda en Lituanie. Un ultimatum contraint la Lituanie à céder le territoire et la ville de Memel, Klaipėda en lituanien. Que font la France et la Grande-Bretagne? Elles ne réagissent pas. Mais Chamberlain, face à cette démonstration, le mot est plein, cette démonstration de l'inutilité de la politique d'appeasement et devant l'évidence des ambitions sans limite d'Hitler, comprend que seule la guerre peut désormais arrêter Hitler. Et il change du tout au tout sa politique et, suivi par la France, il entreprend de résister aux entreprises hitlériennes. Le coup de force du 15 mars a d'ailleurs profondément indigné l'opinion publique britannique. Le gouvernement se rend compte qu'il ne faut désormais tenir aucun compte des engagements d'Hitler. Le 26 avril 1939, le service militaire obligatoire est établi en pleine paix pour la première fois dans l'histoire du Royaume-Uni. L'effort d'industrialisation militaire est rapide et dès 1939, la Grande-Bretagne produit presque autant d'avions modernes que l'Allemagne. Mais Hitler, de son côté, lui aussi, il va vite. Quelques jours après l'annexion de la Bohême, enfin l'annexion, l'établissement du protectorat, il revendique publiquement la ville libre de Danzig, Gdansk en polonais, dont la diète est aux mains du parti nazi local. Pensez au tambour, évidemment. Mussolini pouvait craindre d'être entraîné dans la guerre. Hitler manifesta une grande complaisance quant à l'Albanie que Mussolini cherche à occuper. Ça ne l'intéresse pas, l'Albanie, et Mussolini s'empare de l'Albanie, avec quelques difficultés d'ailleurs, et Hitler le rassure en lui promettant, ça ne mange pas de pain, qu'il maintiendra, lui Hitler, la paix européenne jusqu'en 1942. Donc, l'Italie aura le temps de s'armer d'ici là. Mais la diplomatie anglaise, elle change radicalement d'attitude. Et le gouvernement français, une fois de plus, à la remorque de l'Angleterre, assuré de l'appui britannique, peut se permettre de faire preuve de fermeté. L'ère des capitulations et des marchandages honteux est révolue. Mais Hitler reste persuadé que les deux grandes démocraties européennes reculeront encore. Pour la première fois, il a annexé avec la Bohême-Moravie un territoire non allemand et il pense qu'il va pouvoir continuer avec quoi? Avec une troisième crise, la Pologne, bien sûr. Chose très importante sur le très long terme, dans les relations internationales, l'appeasement et Munich seront cités, voire instrumentalisés, pour justifier une politique de fermeté
face aux agressions et aux dictateurs. On va voir peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, au fond, le souvenir de Munich et le souvenir de l'inanité de l'appeasement utilisés au début de la guerre de Corée. Si jamais nous laissons les communistes s'emparer de toute la péninsule coréenne, nous, Américains, nous allons perdre le Japon. Ensuite, ce sera Suez en 1956. Si nous laissons sans réagir Nasser s'emparer du canal, point de suspension, tout le Moyen-Orient sera perdu, la route des Indes sera coupée, etc. Et c'est Anthony Eden qui, en 1956, soutient ce raisonnement. Et puis, bien entendu, à propos du Vietnam, bien sûr. Pourquoi est-ce que les Américains vont à chaque fois, ou presque, se glisser dans cette instrumentalisation de Munich et de l'appeasement? Eh bien, parce que ça devient un raisonnement typique des démocrates américains. Le 14 avril 1939, Roosevelt fait, dans un discours suivi de 2 messages qui sont adressés à Hitler et Mussolini, une démarche solennelle en faveur de la paix. Mais en fait, cette démarche, elle est destinée à l'opinion publique américaine. C'est la démonstration que ça ne sert à rien, donc il faut s'orienter vers une éventuelle nouvelle entrée en guerre. Les démocrates américains, jusqu'à l'époque actuelle, peut-être, pas tout à fait. Regardez l'Afghanistan. Et pour l'Afghanistan, c'est un autre deuxième raisonnement qui joue chez les démocrates américains. Qu'en pense l'opinion publique française? Tout au long de l'année 1939, et de part et d'autre de la deuxième crise tchécoslovaque, le nombre de Français qui ne croient pas à l'imminence d'un conflit européen décroît. Et s'ils sont encore majoritaires avant la crise, ils sont plus de 34% à la fin de juin 1939. Croire à la possibilité ou à l'imminence de la guerre signifie évidemment songer à la Pologne, et la Pologne, c'est la revendication allemande de Danzig. Désormais, 76% des Français estiment qu'il faudrait empêcher l'Allemagne nazie de s'emparer de la ville libre, au besoin par la force. Et il ne sont que 17% à refuser de mourir pour Danzig, pour reprendre la célèbre formule de Marcel Déat, un Marcel Déat donc fort minoritaire, contrairement à ce qu'on s'imagine parfois. Et entre-temps, une comparaison. Mussolini, il est lui aussi à la remorque de la gouvernante allemande. Il accepte de signer le 22 mai 1939 le pacte d'Acier, qui est une alliance offensive entre l'Italie et l'Allemagne. En cas d'entrée en guerre d'une des parties, l'allié interviendra immédiatement. Donc l'Italie est de plus en plus dans le sillage de l'Allemagne nazie, qui a d'ailleurs préparé seule le projet d'accord. Et les Italiens, mécaniquement, ne pouvaient qu'être entraînés dans la guerre. Le pacte d'Acier place l'Italie à la merci des initiatives allemandes. L'Italie va le payer de façon extrêmement dramatique. Troisième étape, donc, la Pologne en 1939, ce qui va nous permettre de revenir définitivement en matière de conclusion sur la notion de gouvernante anglaise.
la France et la Grande-Bretagne, dont les populations s'habituent à considérer la guerre comme étant inévitable, multiplient les garanties destinées à protéger les États les plus menacés. Il y a garantie à la Pologne, il y a garantie à la Roumanie, que sais-je encore, ce qui ne servira à rien. Le 31 mars 1939, Chamberlain annonce fermement le soutien britannique à la Pologne. Et le gouvernement français, quelques jours plus tard, décidément la gouvernante anglaise, le gouvernement français réaffirme la solidité de l'alliance polonaise signée en 1921. Mais cela ne devait aboutir que le 25 août 1939, 25 août, in extremis, à une alliance anglo-polonaise, complétant l'alliance franco-polonaise de 1920. Revenons en arrière sur la notion de gouvernante anglaise et tranchons la question. Un premier facteur à faire entrer en ligne de compte, c'est le mot, vous le voyez sur le PowerPoint, c'est le mot de polycratie qui existe dans les deux nations en matière de politique étrangère. J'ai commencé à en parler, mais il faut aller plus loin. Il y a une grande multiplicité des positions françaises en matière de politique étrangère. Au fond, il y en a trois qui sont principales. La première, c'est celle des réalistes orientaux, comme dit le regretté René Giraud. Les réalistes orientaux, ce sont ceux qui continuent de préconiser la politique mise en œuvre par Barthou lors du tournant de 1934, ce qui suppose un complet soutien à la Tchécoslovaquie. Nous faisons, j'insiste, un retour en arrière. Un second groupe de décideurs est fort différent, c'est le groupe des optimistes qui pensent qu'Hitler bluffe et que l'Allemagne n'a pas les moyens de faire une guerre longue. Leur raisonnement, d'ailleurs, n'est pas entièrement faux. Le problème, c'est que le gouvernement français ne va pas jusqu'au bout de leur raisonnement, n'adopte pas leur raisonnement en allant jusqu'au bout. Et enfin, troisième groupe, les pessimistes, qui sont Bonnet, que nous avons déjà vu, et Anatole de Monzy, surtout, qui sont sceptiques sur les chances militaires des démocraties occidentales face aux puissances de l'Axe, qui sont persuadés que ça ne sert à rien de négocier avec l'URSS stalinienne, s'entendre avec Mussolini, voire même avec Franco, ça permettrait de consolider les positions françaises en Europe occidentale vis-à-vis de laquelle Hitler ne manifeste pas de revendications territoriales, puisque ces revendications concernent l'Europe centrale et l'Europe orientale. Mais la politique britannique, elle non plus n'est pas univoque. Elle est duelle, comme nous l'a dit l'historien François Bédaride. Avec d'une part une rivalité très vive entre les services du Premier ministre à Downing Street et ceux du Foreign Office. Dualité qu'on voit dans certains films britanniques et dans certaines séries britanniques récents, une nouvelle fois. Ayant au fond, dit Bédarida, trois tendances britanniques. La première, ce sont les pessimistes ou apaiseurs, partisans d'accommodement à tout prix pour sauver la paix. C'est le cas du principal conseiller de Chamberlain, un homme de l'ombre, décidément, en Grande-Bretagne, c'est appelé à un certain avenir, homme de l'ombre d'un Premier ministre conservateur. Cet homme de l'ombre, c'est Horace Wilson. Le deuxième groupe, c'est celui des réalistes,
qui tiennent compte avant tout du rapport des forces et des desseins effectifs d'Hitler, ce qui les mène à être munichois en 1938 et, au contraire, résistants à Hitler en 1939. Enfin, il y a, dit Bédarida, les intransigeants, qui sont partisans d'une politique de fermeté, seule valable à leurs yeux envers Hitler et Mussolini. Ce sont les rebelles conservateurs rassemblés dans ce que l'on appelle en Grande-Bretagne le Eden Group, c'est-à-dire le fan club d'Anthony Eden, ainsi que les partisans de Churchill. Il y a aussi certains diplomates. Au sein du Foreign Office, il y a le French Lobby. Et un dirigeant, souligne Bédarida, peut évoluer. Ainsi, Chamberlain a-t-il été d'abord un apiseur jusqu'en mars 1939, comme nous l'avons vu, puis, avec beaucoup de repentir, il rejoint le camp des réalistes. Enfin, Jean-Baptiste Durosel a démontré qu'il n'existait aucune relation amicale entre les décideurs français, dont beaucoup ne sont jamais allés au Royaume-Uni, et les décideurs britanniques, même de la part de Daladier, qui a un beau-frère anglais. Des relations courtoises, mais aucune intimité, ce qui gêne évidemment l'action des uns et des autres d'ailleurs. La tradition de l'alignement français sur la Grande-Bretagne fonde un troisième facteur qui est bien connu, c'est la pseudo-alliance franco-britannique, qui n'existe pas formellement, il n'y a pas de traité d'alliance, qui fonctionne sur un pied d'inégalité et les adversaires parlent de mise en tutelle, de brillant second, c'est la France, de liaison dangereuse entre John Bull et Marianne. Conséquence anglophobe finale, Maurras accuse la Grande-Bretagne de tirer les ficelles. Il le fait dans l'Action française, de quelle date? Du 26 août 1939. Et Pierre Gaxot déplore que la France soit devenue un dominion. C'est dans le quotidien où écrit Gaxot, et c'est à quelle date? Tenez-vous bien, le 5 septembre 1939, alors que la guerre est déjà déclarée. L'alignement des dirigeants français sur la Grande-Bretagne se manifeste clairement lors des trois crises que nous avons vues. À chaque fois, le gouvernement français, mis devant le fait accompli, a dû suivre son allié dans les options que celui-ci avait prises. Il y a un élément fondamental sur lequel la politique britannique n'a pas réussi à entraîner la France. Il faut bien le noter, là, il n'y a pas eu de gouvernante anglaise. Quel est ce domaine? C'est le domaine des relations avec l'Italie. La diplomatie anglaise s'est faite en vain pressante pour amener la France à faire des concessions à Mussolini de manière à le détacher de Hitler. Bon, voyons, Djibouti, c'est logique que ce soit le débouché de l'Éthiopie désormais italienne, lâchez Djibouti. Eh bien, Daladier, au plus tard en 1938, résiste car il considère que Djibouti et la Corse sont françaises et que la Tunisie est un protectorat français. Et bien entendu, on ne parle même pas de la Savoie et de Nice qui, évidemment, et par la volonté populaire, sont des départements français. Un échec, donc, de la diplomatie anglaise. Au rebours de cet échec, la diplomatie anglaise a cherché
en 1938 et en 1939, a pesé directement et sans scrupule sur les responsables de la diplomatie française. Georges Bonnet, inévitablement on le retrouve, Georges Bonnet est a priori un bon acteur de la politique étrangère française et il faut chercher à obtenir le départ de Léger. Léger, c'est en littérature Saint John Perse. C'est très clair lors de la journée décisive du 2 septembre 1939, pendant laquelle le Foreign Office cherche à obtenir cette fois-ci le départ du Quai d'Orsay de Bonnet qui n'est plus en faveur, puisque Bonnet continue à être un apiseur à la française, alors que la Grande-Bretagne s'est retournée vers l'effort de guerre et une attitude ferme vis-à-vis de l'Allemagne. Les Britanniques ont abandonné l'appeasement et ils sont hostiles désormais à celui qui, en France, cherche à le continuer. Cela fonctionne. Bonnet est éjecté, mais éjecté surtout parce que Daladier est décidé à se séparer de Bonnet. Donc là, il n'y a pas vraiment d'efficacité de la pression britannique. L'attitude de la Grande-Bretagne continuera pendant la drôle de guerre jusqu'en 1940. Évidemment, la Grande-Bretagne fera pression, si j'ose dire, jusqu'à Dunkerque, pour que la France la suive dans la Deuxième Guerre mondiale, dans tous les sens du verbe suivre. Et quant aux défaitistes français, ils se rangeront bien sûr dans le camp de Vichy. Alors, concluons vraiment. Là, vous passez à la dernière page du PowerPoint. Vous avez le discours de Daladier du 21 septembre 1939. Ça y est, la France est entrée dans la guerre, mais c'est la drôle de guerre, et la Pologne, à la date du 21 septembre 1939, est presque complètement à genoux, lâchée qu'elle a été par la France surtout et la Grande-Bretagne. Concluons d'abord sur une image. Cette image, c'est le projet de timbre-poste franco-britannique. Il y a un projet qui date des débuts de la drôle de guerre et qui est censé symboliser la fermeté de l'alliance guerrière entre la France et la Grande-Bretagne. Alors disons-le tout de suite, la maquette voit le jour seulement le 13 juin 1940 et le timbre ne sera jamais émis. Ceci étant, un de ses enfants, si j'ose dire, c'est le projet Churchill-Monet d'union entre la France et la Grande-Bretagne. Mais ceci est une autre question. Alors vous avez Georges VI et le président, là, plus difficile de savoir qui c'est Lebrun. Président Lebrun, la couronne britannique, le symbole de la République française, et le timbre est censé être un timbre britannique, 2 pence et demi. Alors, vous me direz, il n'y a pas le nom des pays et même pas le nom de la Grande-Bretagne, mais une des originalités philatéliques, si j'ose dire, de la Grande-Bretagne, c'est qu'elle n'a jamais mis le nom du pays sur ses timbres, contrairement à l'obligation édictée par l'Union postale universelle. Mais ceci est une autre histoire. La tradition de la gouvernante anglaise, ce n'est pas celle d'une subordination totale de la France, dont la politique conserve une certaine latitude. On l'a vu surtout avec les revendications italiennes.
Surtout, cette tradition repose sur le constat historique et dramatique que la victoire de 1918 est une victoire qui n'a été possible qu'avec l'appui massif des anglo-saxons, Grande-Bretagne et États-Unis. Les nécropoles militaires sont là pour le rappeler dans le paysage de 1939. Ce n'est pas une invention. Et deuxième base, le raisonnement selon lequel la non-ratification des traités de garantie de 1919 impose de chercher d'autres choses pour garantir la paix. La SDN, l'alliance, entre guillemets, avec le Royaume-Uni, la ligne Maginot, qui n'est pas négligeable, qui n'est pas un instrument ridicule, contrairement à ce qu'on dit souvent, et la flotte de guerre française, qui est une des premières dans le monde en 1939. Plus on avance dans les années 30, plus les dirigeants français se persuadent que la France est fragile. C'est une espèce de sinistrose qui pousse beaucoup en faveur de la gouvernante anglaise. Elle est fragile économiquement, elle est fragile socialement. Les Français sont profondément divisés. La nation craint viscéralement la guerre. D'où le raisonnement, ayons la politique extérieure de nos possibilités militaires. Moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas s'arrêter avec la Deuxième Guerre mondiale. Réfléchissons-y rapidement. La France décadente, à la remorque de la gouvernante anglaise de septembre 1939, elle n'a pas d'objectif guerrier aussi clair qu'en août 1914. Mais elle n'est pas sans atout, j'insiste bien. Les objectifs ne sont pas clairs, éventuellement on les demande à la Grande-Bretagne, mais la France est réellement une grande puissance militaire, par son armée, par sa flotte de guerre. Et les pacifismes sont fort hétérogènes. Le pouvoir exécutif, il est restauré en France. Daladier, quand même. Mais tout cela va être ruiné par la drôle de guerre, c'est-à-dire par l'inaction, et par le désastre de mai-juin 1940. Bien entendu, terminons par une petite plaisanterie, on comprend facilement que lorsqu'à partir de juin 1940, les Britanniques ont en face d'eux, comme interlocuteur français, le général de Gaulle, ils éprouvent une certaine surprise en changeant à ce point de partenaire et de style. Enfin, dans les relations internationales d'après 1945, je me répète, mais c'est essentiel, parce qu'il faut dépasser le cadre chronologique d'une conférence. L'appeasement et Munich vont être instrumentalisés de façon à justifier une politique de fermeté face aux agressions et aux dictateurs. Et un petit point personnel, le gamin que j'étais au moment de la crise de Suez a été étonné par ce raisonnement, qui est au fond un raisonnement enfantin, puéril. Voyons, ne nous laissons pas faire. Si Nasser me pique une bille, eh bien tout va y passer, il va me piquer aussi, ou d'autres vont me piquer les calots. Vous avez tous joué aux billes. Bon, sérieusement, si vous voulez le PowerPoint, vous me le demandez. Je répète mon adresse mail, domilejeun, domilejeun, @aol.com. Vous pouvez aussi demander mon adresse mail, si vous n'avez pas eu le temps de la noter, aux dames de l'Université ouverte, comme je disais tout à l'heure. Et si vous voulez le texte long de cette conférence, eh bien, vous me le demandez et je vous l'envoie par
Internet. Je vous remercie de votre attention et à bientôt peut-être.